Bonjour et bienvenue dans cette émission où je vais vous parler d'un boîtier très spécial, le Hasselblad X2D 100C. J'ai eu l'opportunité effectivement de l'essayer pendant quelques jours grâce au magasin Panajou, que je remercie chaleureusement, dont je vous invite à consulter la boutique en ligne panajou.fr. Avant de parler du boîtier, sachez que les images que vous allez voir durant cette émission proviennent d'un shooting mode que j'ai réalisé avec Maggie Samuro en tant que modèle et Zoé Kirkman en tant que styliste. La particularité de ce projet est que les tenues sont confectionnées uniquement avec des pièces de seconde main. La slow fashion étant une chose qui nous tient particulièrement à cœur, Zoé et moi. Enfin, l'ensemble des vidéos backstage ont été réalisées par Emily et Shen. Les liens vers leur compte Instagram sont en description de cette vidéo. Merci à toute l'équipe de m'avoir suivi dans ce projet. Vas-y, marche. Et on n'est pas là pour faire rigoler les mouettes. Peut-être que tu sais pas t'en servir. C'est pas mal, moi j'ai gardé comme un cochon. Merci beaucoup. Merci à toi. Bravo Terre, t'es trop beau. Bravo Maggie. Merci. Bravo Émilie. Alors ce Hasselblad, quel est-il exactement ? C'est le tout dernier boîtier hybride moyen format de la prestigieuse marque suédoise, pourvu d'un capteur de 100 mégapixels CMOS rétroéclairé d'une taille de 43,8 sur 32,9 mm, générant des clichés, accrochez-vous, de 11 656 sur 8 742 pixels. Alors autant vous dire qu'avec des chiffres de ce genre, ça peut vite faire tourner la tête à de nombreux photographes dont je fais clairement partie. Sur le site de Panajou, il est annoncé à un prix de 8 699 € pour le boîtier nu, 8 700 € quoi. Je vous invite à aller voir toutes les caractéristiques du boîtier sur le site d'Hasselblad, mais je vais continuer un tout petit peu avec certaines données qui seront utiles pour la suite de cette émission. Ce Hasselblad est donc équipé d'un capteur stabilisé sur 5 axes avec un ISO natif de 64 allant jusqu'à 25 600 et permet de réaliser des images en 16 bits de profondeur avec une plage dynamique annoncée à 15 stops. On continue juste un peu avec l'autofocus. Le constructeur promet 294 zones de mise au point automatique à détection de phase étalée sur 97% de la surface du capteur pour un autofocus rapide. Alors ça, on va y revenir parce que le choix du mot rapide est très relatif. Pour finir, le boîtier est équipé d'un SSD interne de 1 Tera avec une vitesse d'écriture allant jusqu'à 2370 mégabits seconde et une vitesse de lecture jusqu'à 2850 mégabits seconde. Et ça a une très grande importance puisqu'on parle de fichiers RAW qui dépassent les 200 mégas. Voilà. Alors c'est à prendre en compte parce que derrière, il faut assurer en espace de stockage pour les sauvegardes évidemment. Sachez aussi qu'il y a un emplacement pour carte CF Express type B. En ce qui concerne l'optique que j'ai pu avoir avec l'appareil, c'est une optique d'ancienne génération. Le 45 mm, équivalent 24-36 d'un 35 mm qui ouvre à 4. C'est important de savoir qu'au moment de la sortie de ce boîtier, en septembre 2022, Hasselblad a aussi sorti de nouvelles optiques avec notamment une plus grande rapidité d'exécution de l'autofocus. Mais ce sont aussi des optiques qui creusent un écart de prix considérable. Par exemple, le nouveau 55 mm est affiché avec un prix de 4200 €, quand le 45 mm que j'ai pu tester ne coûte que 1200 €. Alors vous doutez bien qu'avec une différence de 3000 €, on n'est pas du tout sur les mêmes qualités optiques. Petite parenthèse, j'aurai l'occasion de tester les nouvelles optiques Hasselblad un peu plus tard, mais j'en ferai pas forcément une nouvelle vidéo. Donc je vous invite à venir vous abonner à mon compte Instagram, parce que c'est souvent ici que je parle de matériel que j'ai l'occasion de tester, et je ferai probablement un retour sur ces nouvelles optiques plus tard. Pour terminer avec les caractéristiques des optiques Hasselblad, ce sont des objectifs avec un obturateur central qui permet notamment de travailler au flash avec une vitesse allant jusqu'au 2 millième de seconde. Alors ça, c'est vraiment très intéressant et c'est aussi ce qui explique en partie le prix élevé des optiques. Alors j'ai notamment pas mal travaillé au flash de 300 watts sur ce projet, en étant très souvent au 250e de seconde, mais en tout cas je m'inquiétais pas de la vitesse, je pouvais être légèrement au-dessus ou en dessous, et ça c'est quand même très confortable. On voit même la grille nid d'abeilles. Alors tout ça c'est bien joli, mais qu'en est-il sur le terrain ? Est-ce que j'ai apprécié l'utilisation du boîtier et est-ce que la qualité est bien au rendez-vous ? Alors avant de répondre à ces questions, je pense qu'il est primordial d'apporter un peu de contexte au profil de photographe que je suis.
Parce que l'utilisation de tel boîtier plutôt qu'un autre est très subjectif et en réalité totalement lié au type de pratique que l'on fait de la photographie. Celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment savent probablement ce que je vais dire ici, mais je pense notamment aux nouvelles personnes qui vont tomber sur cette vidéo sans pour autant me connaître. Donner mon avis sur un boîtier sans parler de qui je suis me semble assez inutile en réalité. Donc je fais principalement du portrait, de la photo de mode et ce que j'appelle de la mise en scène, qui en réalité est très lié aux deux thèmes précédents, mais avec une notion de storytelling. L'écrasante majorité du temps, je photographie donc des modèles. Et très souvent des modèles en mouvement, ce qui a une grande importance pour la suite. D'une manière générale, mon activité suppose une bonne dose de production. En effet, mis à part pour la mise en scène, je suis très expérimental comme photographe. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément une ou plusieurs photos en tête, mais que je vais créer en temps réel avec la personne que je photographie, me laissant porter par l'inspiration de la personne, du moment, et parfois en me laissant surprendre par des résultats imprévus. Je travaille au plein format avec mon appareil qui est le Panasonic Lumix S1 et j'ai aussi l'opportunité de travailler régulièrement avec le Canon R5 et le Nikon Z9. Donc des boîtiers parfaitement calibrés pour de la production avec un haut taux d'exécution. Alors maintenant que ça c'est dit, je vais commencer avec les défauts du Hasselblad X2D concernant mon expérience personnelle et comme ça on finira sur une note plus positive en fin d'émission. Pendant tout le shooting, j'ai pesté contre lui. Il n'a pas arrêté de me faire râler. Allez, fais le point. Mais cet appareil m'énerve. Allez, fais le point, putain. Lui, c'est l'autofocus. En partie parce qu'il est plus lent que sur des boîtiers 24-36, mais en réalité, je pourrais m'y habituer. Il n'est pas si lent que ça, de l'ordre de moins d'une seconde. Parfois un peu plus lorsqu'il a du mal sur des surfaces trop sombres ou trop lumineuses. L'autofocus est très mauvais en basse luminosité. Mais alors c'est vraiment chiant par contre ça. Le point, s'il vous plaît. Ça, mais c'était chiant. à la fin, c'est quand il n'y avait plus de lumière, je crois. Oui, ouais, en basse lumière. Bah, plus ici, là, à partir des portraits, en basse lumière, l'appareil, il m'a dit « Je tire le rideau, mon gars, tu fais comme tu veux, mais moi, j'assure pas. » Impossible d'avoir l'autofocus. Du coup, à partir de là, à partir d'ici, je suis en focus manuel, que je dois dire est bien, parce qu'en fait, il a un indicateur, malgré tout, qui fonctionne comme s'il y avait l'autofocus. C'est un indicateur qui te dit « Là, il devrait y avoir le point. » Ah, mais c'est ce qu'il y a sur le R5. En mise au point manuel, en fait, tu mets ton carré là où tu voudrais que ce soit net. Ouais. Et t'as un petit indicateur qui est là, dans ton carré, c'est net. Oui, c'est ça, c'est à peu près le même système. Donc, t'es quand même pas à poil. Mais c'est marrant d'ailleurs, parce qu'il me donne la bonne indication en focus manuel, mais il n'est pas capable de le faire tout seul à l'autofocus. J'ai fait la mise au point sur le mauvais œil. Bon, après, c'est pas gênant quand on le regarde comme ça. Mais malgré tout, c'est pas parfait. Il faut savoir que sur des capteurs moyen format, développer un autofocus rapide est plus compliqué techniquement que sur un boîtier plein format. À savoir aussi, comme je vous le disais, que j'avais une optique d'ancienne génération. C'est surtout elle, avec son moteur lent et assez bruyant d'ailleurs, qui me ralentissait le plus souvent. Les nouvelles optiques sont annoncées avec une plus grande rapidité de mise au point, donc c'est à vérifier. Mais vous savez quoi, c'est même pas ça le plus gros problème pour moi, non. C'est l'absence de mode de mise au point qui est carrément problématique. Il n'y a en l'occurrence pas de détection de visage ni de suivi des yeux. Donc vous vous doutez bien à quel point il est, par exemple, plus complexe de faire du mouvement avec son sujet dans une démarche de production. C'est même l'enfer sur Terre. Mais il faut que tu regardes vers l'horizon. Et même si tu peux, même si c'est peut-être un peu compliqué, essaie de regarder en arrière. Oui. T'as sauté un petit peu trop tôt, je pense. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est vachement mieux. Après, là... Pardon. Vas-y, mais vas-y. Ça me fout dans la gueule, le bordel. Par contre, il n'y a pas le point. Regardons pas. Prêt.
Pardon, je t'ai pas dit, mais le dernier, au niveau du regard, c'était bien. Le fait que tu regardes vers là-bas, c'est mieux, c'est sûr et certain. Allez, vas-y, je suis bon. Vas-y. C'est mieux, ouais. Par contre, un peu plus. Et le point est bon. Alors, je me dois de nuancer un peu car Hasselblad a annoncé une prochaine mise à jour en promettant les fameux modes de reconnaissance de visage et suivi des yeux, entre autres. Sauf qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Et surtout, j'ai envie de dire que pour un boîtier de 2022 et à ce tarif, il est difficile de comprendre ce choix de sortir un boîtier sans mode AF en promettant vaguement une mise à jour lointaine. Un dernier point négatif lié à l'AF, c'est qu'il n'y a pas de joystick pour balader la mire de mise au point. On peut le faire via l'écran tactile, mais pas lorsqu'on a l'œil dans le viseur. On se retrouve donc à l'ancienne, à devoir décadrer pour aller chercher sa mise au point, appuyer à mi-parcours le bouton de déclenchement, puis ensuite recadrer son sujet avant de déclencher pour de bon. Encore une fois, une hérésie en 2022. Résultat, j'ai souvent eu des déchets avec la F faite sur le mauvais œil ou bien la F pas du tout présente sur ma guille. Je remets en développement. Bon, j'exagère juste pour voir. Voilà, j'ai peut-être pas fait bien le point. Je pense pas. Il est plus par là le point. Ouais, il est par là. Ouais, ok. Ok, il est là en fait. Sur l'autre œil. Sur l'œil qu'il fallait pas. Alors certains me diront que l'on retrouve comme ça des sensations d'anciens boîtiers argentiques. Alors très bien, j'entends. J'ai moi-même eu cette réflexion en shooting, pour être tout à fait honnête. Mais alors autant investir dans un boîtier argentique d'Hasselblad pour ça, et sûrement d'ailleurs que ça vous reviendra moins cher, avec bien sûr les limites techniques du film en deçà d'un capteur de 100 mégapixels, bien entendu. Quand je te dis de marcher hyper simplement, c'est juste qu'en fait je te voyais marcher, il y avait de l'ampleur dans le trench, et je trouvais ça joli. Vas-y, retourne-toi. Ce que tu vas faire, toi, tu vas juste faire ça. Ok, faut que tu imagines que c'est vraiment comme si tu étais dans la démarche, mais toi en vérité tu vas faire qu'un seul pas. Comme ça je vais pouvoir te le refaire faire au besoin plus rapidement. Ok. Ça marche. Et on va gagner du temps comme ça. Ok. Je pense que je l'ai. Franchement je pense que je l'ai. Ouais. Ça demandera à être recadré mais. Ça c'est classique, mais j'aime bien. Moi j'adore ça. Ça charge ou pas? Ouais, ça charge. Ouais, mais je pense pas. C'est le jeu. Ah si, putain. Ah ouais. T'as fait mentir. Ouais. J'exagère le zoom. Le point est pas à 100% précis sur l'œil, mais quand même. Mais bon, on part de là. Hein. Ouais. Un autre problème que j'ai eu plusieurs fois pendant le shooting est un bug de freeze. Pour aucune raison particulière, le boîtier ne répondait plus et affichait un message d'erreur comme quoi la communication avec l'objectif était rompue. Pour pallier à ce problème, je devais à chaque fois redémarrer le boîtier, cassant alors la dynamique du shooting pendant plusieurs secondes. Problème avec l'objectif, on refait. Ok, je prends. Non, je vois pas moi le truc qui se Non, il y a un problème technique. Ça 12 000 balles, ça fait chier. C'est vrai. Alors il est très probable que ce soit un problème qui sera facilement corrigé avec une mise à jour, du moins j'espère. Pour votre information, le firmware du boîtier au moment de ce shooting était la version 1.0.0 et celui de l'optique était la version 0.1.26. Peut-être d'ailleurs que le problème venait de la version de l'optique, mais c'est encore un type de problème que je n'aurais pas cru voir sur un boîtier aussi haut de gamme. On va juste essayer d'exagérer la pose, voir si ça rend bien. Donc encore plus baissé. Okay. Ça t'oblige en fait à regarder vraiment méchamment. Okay. Voilà. Par contre ta pose était vraiment chouette.
bien en face de toi la Maggie ou pas Ah merde, j'ai fait un pouce comme ça. Oui. Non, mais je crois que. Là, c'est pas bien grave parce que. Le petit regard vers derrière, comme les dernières photos qu'on faisait. Oui. Ok. Attends, j'en fais une avec l'arrière-plan net et toi flou. Bon, la bouge pas avec Maggie, c'est parfait. Ok, c'est bon, on remballe. Mis à part ces deux problèmes majeurs, je dirais qu'un des autres défauts de l'appareil pourrait tout autant être un point fort. Je parle de son minimalisme. Parfois, j'aurais tendance à dire défaut, car il me manque certaines fonctionnalités, comme les modes AF bien sûr, mais aussi la possibilité de faire de la surimpression, ou aussi le fait d'avoir un profil de couleur plat. Mais ce minimalisme a un effet assez positif sur la perception que j'ai du boîtier. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de profil de couleur, il n'y en a qu'un seul par défaut, montre à quel point Hasselblad est confiant sur la qualité des images qui ressortent de leur machine. En effet, le profil de couleur par défaut est tout bonnement fantastique. Il fait ressortir les couleurs avec un réalisme et un naturel déconcertant. Alors je sais que c'est assez subjectif comme ressenti, mais je crois pas avoir vu un tel rendu authentique des images entre ce que je vois avec mes yeux et ce que le boîtier retranscrit. Et il n'y a aucun problème par la suite à traiter ces images comme on le souhaite, surtout avec la très haute dynamique du boîtier et sa profondeur des couleurs en 16 bits, qui offre un champ illimité des possibilités de retouche. Ok, et maintenant sans la grimace, vraiment visage neutre. L'horizon plus vers là, s'il te plaît. Voilà. Visage un peu plus baissé. Ok, et refais ton idée, c'était pas si mal que ça avec le menton un peu plus haut. Petit aparté sur les fichiers RAW, je développe mes photos avec Lightroom et parfois Photoshop. Le moteur Camera Raw reconnaît parfaitement bien les RAW du boîtier au sein même de Photoshop. En revanche, pour Lightroom, il faut posséder absolument les RAW plus JPEG pour que le catalogueur reconnaisse les fichiers bruts, alors même qu'il possède aussi Camera Raw en moteur interne. Donc en bref, si vous avez l'occasion de tester l'appareil, privilégiez le mode RAW plus JPEG pour être sûr d'avoir des fichiers exploitables en post-traitement, d'autant que je ne sais pas comment les logiciels de retouche, les autres logiciels de retouche se comportent avec ce Hasselblad. Ce minimalisme, on le retrouve aussi dans l'élégance du boîtier. La sophistication des matériaux qui donne un toucher absolument délicieux, ainsi que la rareté des boutons fonctionnels, ne laissant apparaître que le minimum utile pour utiliser son boîtier. En production, c'est un peu chiche, mais le parti pris plus luxueux de la marque suédoise a aussi son charme. Très subjectif aussi, le look de l'appareil avec ce design scandinave hérité du X-System en alliage d'aluminium très solide, ça fait son effet. En tout cas sur moi ça fonctionne, ça me parle, c'est du beau matériel allié à une prise en main très agréable. Les menus sont eux aussi très minimalistes mais très fonctionnels. En réalité on en fait vite le tour vu le minimalisme du boîtier et tout est contrôlable avec les boutons comme avec le tactile de l'écran. Ce dernier, d'une taille conséquente, de 3,6 pouces, est très beau et très lumineux. Aucun problème de ce côté, de même que le viseur à l'œil qui est de très haute qualité. Il ne reste plus qu'à évoquer les qualités des images. Alors je pense que vous avez pu le constater vous-même durant cette émission, le rendu est absolument fantastique. D'ailleurs, constitue évidemment le principal atout de cet appareil et ce pourquoi on serait prêt à y mettre autant d'argent. T'as vu le temps que je mets pour faire une photo ? Oh la vache, la qualité. Voilà, par contre c'est ça qui vaut le coup. J'aimais bien, ça casse le rose là, je vais prendre détail, enfin je vais essayer, quoi que je pourrais recadrer justement. Là je vais prendre le buste.
Tu commences à l'aimer? Oui. Ok. Attends, je me rapproche un peu. Vous couvrez là. La densité de l'image est exceptionnelle et très grand potentiel de recadrage en post-production. Le piqué de l'image avec ce 45 mm est aussi de haute volée et tout à fait homogène sur l'intégralité de la photo. Alors là, j'ose à peine imaginer ce que ça doit donner avec les nouvelles optiques. La plage dynamique exceptionnelle de 15 stops permet aussi une grande liberté de correction. Je n'ai pas vraiment pu constater l'efficacité de la stabilisation sur 5 axes du capteur parce que je me suis retrouvé dans des conditions lumineuses qui ne me contraignaient pas à baisser la vitesse d'obturation. Dans les vitesses les plus lentes que j'ai pu avoir, je n'ai pas vu de problème de flou de bouger particulier, si ce n'est sur ma modèle à certains moments, mais c'était voulu. Idem pour la montée en ISO, je n'ai pas eu besoin de monter très haut ma sensibilité, donc difficile de vous dire si le bruit est bien géré ou non. J'ai constaté par contre une sorte de grain, très curieusement, lorsque l'on zoome très fort dans l'image. Alors rien de gênant pour moi, et je dirais même qu'au contraire, je trouve ça très beau, sans pour autant savoir l'expliquer. Et j'ai fait des photos pour voir si ça tenait la route en recrop. Bah écoute... C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu granuleux. Oui, alors attends, c'était pas celle-là que j'avais pris, je sais plus laquelle, peut-être celle-ci. Effectivement, si vraiment on fait un recadrage, mais vraiment de taré, il y a une espèce de grain. Ouais. Et c'est vrai que ça c'est étonnant. Encore une fois, c'est le but de cette photo, c'est pas de faire ça, mais quand même, pour moi, c'est pas gênant du tout. Non, ça fait pas photo dégradée. D'autant que dans mes retouches, moi en plus, je rajoute du grain, tu vois. Bon là. Pour conclure avec ce que je pense de ce Hasselblad X2D, je dirais que je l'ai aimé pour l'immense qualité de ses images autant que je l'ai détesté en prise de vue. Alors tout dépend vraiment de ce que l'on veut faire d'un tel boîtier, et je parle pas du tout du prix du boîtier. Libre à chacun de penser que c'est trop cher ou au contraire qu'il vaut son prix. J'imagine que des photographes de paysage ou des photographes qui travaillent en studio ou dans des conditions mûrement réfléchies, pour eux cet appareil est une arme absolue, vraiment. En revanche, pour des photographes comme moi qui sont dans de la production en prise de vue, vont plutôt préférer des boîtiers plein format avec un capteur à 45 mégapixels qui est le juste milieu, je trouve, avant de passer à du moyen format. Ça, c'est histoire de vous donner mon avis en termes de raison gardée et d'utilisation purement professionnelle. Dans le cadre d'une utilisation de passionné, je ne vous cache pas que j'aimerais avoir ce Hasselblad dans ma collection. J'adorerais l'avoir pour mes projets artistiques de type mise en scène ou alors sur un portrait bien léché, bien réfléchi, bien éclairé. Pourquoi pas faire de la street photo aussi, ça c'est vrai que la haute capacité du capteur donne le potentiel d'avoir des scènes très détaillées si on accepte de freiner sur la rapidité d'exécution. D'une manière générale, ce boîtier très haut de gamme est exceptionnel en termes de résultats. Définitivement, Hasselblad se place dans la rangée des poids lourds de la photographie. Libre à chacun de savoir s'il est utile à sa propre pratique photographique, en sachant que je vous ai simplement donné mon avis par rapport à ma pratique toute personnelle. Je pense que vous avez saisi l'idée. Si le boîtier vous intéresse, je vous invite à passer par le site de Panajou via le lien affilié en description de cette vidéo. Comme vous vous en doutez, cette affiliation me permet d'avoir une commission sur la vente qui m'aide grandement à financer mes projets. Encore merci à Panajou. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette émission vous aura plu. Si c'est le cas, partagez-la sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortiront. Si j'ai d'ailleurs oublié de mentionner certaines informations pour ce Hasselblad, faites-le moi savoir en commentaire et j'y répondrai du mieux que je peux. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.